Bon, ça, c'est une histoire qui s'est passée dans ma famille il y a peut-être 7 à 8 ans par là, hein, du côté de la famille de ma maman. Alors, je vais pas citer les noms, mais bon. Mon grand-père, c'est-à-dire le grand frère de ma grand-mère, était un maire. Tu vois, c'était un maire et un maire dans notre village maternel là-bas. Il était maire et tout ça, et il avait des filles. Il a eu son premier fils, c'est un garçon. Et après, il n'a que eu des filles. Et je crois les deux derniers, ce sont des garçons également. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Il couchait avec sa première fille. C'est-à-dire quoi? Sa première fille était sa femme, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quand il gagne les élections de maire, vu que c'est le mandat du 5 ans, il commence à coucher avec sa fille. À l'époque, sa fille avait 11 ans. Tu vois? Sa fille avait 11 ans. Il commence à coucher avec sa fille et apparemment sa maman connaissait ce que son mari faisait. Vu qu'il y avait des moments où c'est sa maman qui partait la prendre que viens, ton père t'attend dans la chambre là-bas, ou bien on peut t'appeler que viens s'il te plaît, va dans ton père t'appelle au toilette, il veut que tu partes l'aider à se verser l'eau sur le dos et tout. Une fois ils sont partis au village parce qu'il est temps de construire sa maison. Les gars étaient en train de lever les murs, tu vois. Étant donc sur l'échelle, on remarque donc comment, bon, je sais pas si c'est non, ma cousine là se lève, elle part rejoindre son papa aux toilettes. Elle dure. On dit donc, mais c'est quoi ça même qu'à chaque fois que son père se lave, elle est toujours en train de partir là où il y a son père. Et à l'époque, elle était quand même une femme, elle avait dans les 16 ans par là. Bon, on a continué. Elle grandit, elle grandit. Quand elle a 22 ans, elle tombe dans amoureuse d'un gars là à Anguissa et tout. Tu sais, quand une fille est amoureuse, elle ne veut plus que un autre gars la touche dans les normes, tu vois. Elle se met donc à bloquer un peu son père sur certaines choses. Quand son père pardon, lui dit que viens un peu, elle commence à bloquer. Un soir, donc, elle convoque la réunion familiale. Elle convoque la réunion familiale là et tout. Sa mère vient, son père là, ses frères et soeurs sont là. Certaines de nos tantes arrivent. Elle sort. Elle dit que mon père couche avec moi depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Tout le monde s'exclame que, hey, comment ça? Vu que sa mère connaissait, sa mère dit donc que non, c'est parce qu'elle a le pallicule est monté au cerveau, donc elle est tombée, elle a eu un coup sur la tête, du coup elle raconte des inepties. Elle dit que non, mon père couche avec moi depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Jusqu'elle avait dit que aucun homme n'a jamais réussi à la satisfaire comme son papa. Gars, on était choqués. Donc, en fait, la meuf, elle prenait à plaisir à être la femme de son père. Tu vois, au départ, c'est un peu comme si on te force. Mais après, la gars a commencé à yamo. Parce qu'apparemment, son père, déjà, quand il voyage, il ramène les cadeaux, il ramène les cadeaux à sa fille, quoi. Et s'il te plaît, ils ont enlevé carrément 4 grossesses ensemble. 4 grossesses. Quand elle dénonce donc son papa comme ça, l'année qui suit, il perd ses élections de maire. Quand il fallait renouveler son mandat, il rate, il perd son mandat et tout. Et apparemment, même quand on a commencé à mener encore les enquêtes, il se pourrait qu'il avait couché avec sa deuxième fille, la troisième et la quatrième. Jusqu'au point où la deuxième fille aujourd'hui, elle a des séquelles. Donc parfois, c'est comme si elle n'est pas normale, tu vois. Bref, finalement, là, mon grand-père, là, il a fini par mourir, gars, parce que ce genre de personne, quand tu ne remplis plus les conditions nécessaires, tu finis par mourir. Donc finalement, il est mort. Et aujourd'hui, toutes ces filles avec lesquelles il a eu à avoir des rapports là, aucune d'entre elles ne fait quelque chose de sa vie. Sa première fille, alors, c'est déjà dès qu'elle rencontre un gars, dès que la relation va un peu être sérieuse, ça se gâte. Une autre, elle travaille dans un cabaret de la place ici à Yaoundé. Elles font seulement des métiers bizarres. Par contre, elles sont intelligentes, elles sont parties à l'école, elles ont des diplômes. Mais toute leur vie, ce n'est que de,
de la... Bon, je vais pas dire de la merde, mais toute leur vie est bizarre. Je raconte ça parce qu'il y a il y a une fille là qui a raconté une histoire d'un papa qui couchait avec sa fille. Ça m'a un peu interpellée, quoi. Et j'ai aussi voulu partager le témoignage là, que ce qu'elle dit, c'est vrai parce que on rencontre ça dans tellement de familles ici en Afrique. Si ce n'est pas ton papa, c'est ton oncle. Et dans mon cas même, c'est la maman même qui a encouragé sa fille à partir se livrer à son propre papa. Bien sûr que c'était immiscible vu qu'il est mort. Je vous dis, là, je ne sais pas si son âme repose en paix, mais ce qui est sûr, c'est que là où il est là-bas, il n'a pas la paix de toutes les façons. Vu que ses filles aujourd'hui payent les pots cassés de ça. Donc, c'est très bizarre. Bon, ce n'est que ça que je voulais partager avec vous. Oui, je peux vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. J'étais enceinte de mon premier enfant. J'étais sortie, je devais aller à Mokolo pour faire quelques achats. Je m'arrête pour prendre le taxi. Il y a une voiture qui se gare. Un monsieur avec son chauffeur. Il me dit, Madame, ça va? Je me tourne, je me retourne pour voir peut-être qu'il parlait à une personne derrière moi. C'est là où il me dit, c'est à vous. Je dis, vous voulez quoi, monsieur? C'est un renseignement? Il me dit non. Mais je vais te dire que je voulais juste te dire que fais très attention. Tu as une étoile qui brille beaucoup. On peut te la voler. Je dis, et qui? Et puis le gars, le chauffeur démarre et part. Et c'est là où je dis non. Alors si je ne pars plus encore à Mokolo, je rentre directement chez moi. C'est comme ça que je me dirige à la maison à partir de 17h. J'ai dit, il faut que j'aille laver mes cheveux. J'ai une amie, comme elle a un salon dans le quartier. Et là-bas, j'arrive, au moment de monter les escaliers, il y a une petite fille qui court vers moi. Elle vient, elle m'embrasse. Elle me dit, Tantine, comment tu vas? Je dis, je vais bien, ma chérie, tu vas bien? Elle me dit, Tantine, il faut parler à ma maman. Elle aime trop me taper. Je lui dis, mais où est ta maman? Je vais lui parler. Elle dit, maman est à la maison. Et la maison est où? Et puis, elle voulait me répondre, sa grand-mère vient lui dire, ferme ta bouche. Et j'entre dans le salon et la dame me suit. Je dis à ma copine, c'est comment tu vas? Elle me dit, tu connais la petite fille là? Je dis, non, moi je ne la connais pas. Et puis la grand-mère entre avec la petite fille. La petite fille vient s'asseoir sur mes pieds. Elle commence à causer avec moi. Je rigolais avec elle. Je dis, tu as encore les bonbons dans ta boîte là? Elle me dit, c'est fini. Je dis, ah, les bonbons sont finis, ma chérie. Je devais même t'acheter ça. Puis la grand-mère me dit, ma chérie, je vais te dire quelque chose, mais ne prends pas ça mal. Je dis, je t'écoute, maman. Elle me dit, fais très attention là où tu es. Et fais très attention, souvent, ils viennent dans les rêves. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Ils viennent dans les rêves et c'est comme ça qu'ils peuvent t'arracher ce que tu as. Moi, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Et puis, je dis à ma copine, tu connais cette femme? Elle dit, elle n'a jamais vu cette femme dans ce quartier. Et puis, je lui ai dit, ah, merci beaucoup pour le conseil, maman. Je finis de faire la tête, je rentre à la maison. Je suis en train de dormir et tout se passe dans le rêve maintenant. Je me retrouve dans des cercles de sacrifice, dans le rêve, où je vois comment les gens se baignaient dans le sang des enfants et autres. C'est là où je sors, je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je sors dehors pour voir ce qui se passe. Je trouve des hommes en tenue qui passaient. Je crie, au secours, venez aider les enfants. On est en train de tuer les enfants ici. Et c'est comme ça qu'ils me disent que tu fais quoi ici? Je dis, ah, moi je sais pas, moi je me suis retrouvée là. Ils ont dit, ok. C'est comme ça qu'on débarque là-bas. Une femme était avec un enfant en main. Elle avait un couteau. Elle voulait égorger cet enfant. Puis je dis, ma chérie, pense même que c'est ton fils. Pense à ta famille. Dis que c'est ton frère. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, j'ai commencé par mon frère. Donc je finis avec cet enfant. Au moment où elle parlait, j'étais là tenue comme ça. Et la police aussi parlait avec eux. J'ai donc arraché cet enfant de sa main. J'ai arraché l'enfant.
Et puis, je me suis donc réveillée en sursaut. À ce temps, il pleuvait, c'était à Yaoundé, il pleuvait et il faisait froid. Mais j'ai transpiré. Tout mon lit où j'étais couchée là était bien mouillé. Je me relève, je pars, je fais les ablutions, je commence à prier. Et j'ai pas fermé l'œil de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. J'appelle donc mon ami, je lui dis, ah, ma chérie, moi, voilà ce qui s'est passé dans mon rêve. Elle me dit, ah, moi, je connais pas la dame. Je dis, ah, moi, je sais pas. Si un jour tu vois cette dame, fais-moi signe. Elle me dit, ok. Un jour, donc, j'étais en train de sortir. La dame, toujours avec sa fille, sa petite fille. La petite fille vient m'arrêter par derrière. Elle me dit, Tantine, c'est comment? Je me retourne, je vois la grand-mère, elle souriait. Je dis à la grand-mère, maman, vraiment, j'ai fait un rêve. Elle me dit, c'est quoi le rêve? Raconte-moi. Je lui ai donc expliqué. Elle me dit, tu sais, l'enfant que tu as arraché, c'était ton enfant. Tu as sauvé ton fils. Et puis, j'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, il faut beaucoup prier. Quand tu es enceinte, il faut pas rester comme ça. Prie beaucoup pour ton enfant et toi-même. Et c'est comme ça que je me suis donc tenue là, je réfléchissais. Elle est passée devant moi avec son enfant. À un moment donné, je soulève la tête comme ça, je vois qu'elle a disparu avec son enfant. Je suis restée réfléchir, je dis, mais il y avait une dame ici, je ne la vois plus. C'est comment? C'est comme ça que un papa était assis là, il riait, il me dit que c'est Dieu qui t'a envoyé cette dame pour te sauver, et toi et ton fils. Et le monsieur qui est venu se garer, il était venu arracher ton fils. Et Dieu t'a sauvé. Donc voilà mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire de famille, l'histoire de ma cousine, de ma fille cousine. Et puis, elle était en deuxième année BTS, elle devait soutenir. Apparemment, elle a appelé son papa, le chef de famille, pour qu'il envoie l'argent pour imprimer on appelle ça comment? Les choses qu'on écrit lorsqu'on va soutenir, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est comme des petits livres, je ne sais pas trop. Et puis, donc, elle n'avait pas l'argent. Elle appelle sa copine pour lui dire, comme tu me vois là, je n'ai toujours pas fait mon rapport. Oui, elle appelle donc sa copine, elle lui dit, si tu peux me faire un prêt, parce que là où tu me vois là, je n'ai pas encore imprimé mon rapport du stage. Sa copine lui dit donc que, puisque c'est une fille qu'on connaissait, qu'elle couche avec les hommes et tout, sa copine lui dit, vous passez le temps à parler de moi, à me traiter de bordel. Et lorsque tu as besoin d'argent, tu viens pour me voir. La copine lui dit donc, ok, bon, je peux te donner le numéro d'un ami, tu vas le voir. Il va te donner l'argent dont tu as besoin. Comme elle était vraiment dans le besoin, là, elle a donc accepté, elle a pris le numéro du monsieur. Elle a appelé le monsieur lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Et apparemment, le matin, le monsieur était dans l'hôtel avec la première amie, avec son amie, tu vois. Donc, le soir, donc, elle va avec le monsieur. Le monsieur lui dit, bon, comme ça, tu veux combien? Je pense qu'elle avait besoin de trop 20 000 comme ça, parce qu'imprimer, c'est pas vraiment cher. Elle lui a dit, j'ai besoin de 200 000. Voilà, donc, le monsieur lui dit, je ne veux pas passer avec le préservatif. J'aime le chair à chair et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il passe à l'acte et puis elle rentre chez elle comme si de rien n'était. Elle était dans sa chambre, elle n'était pas chez eux. Elle avait sa chambre à Douala. Elle arrive donc, elle se couche. C'était aux environs de 2 heures. Son sexe commence maintenant à gratter. Ça ne fait que gratter. Au début, elle s'était dit que peut-être, je sais pas. Son sexe commence à gratter, ça gratte. Apparemment, pour son ami, avait déjà commencé à gratter depuis longtemps, vu qu'ils étaient dans la même cité. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ça gratte. Elle commence maintenant à crier. Elle se tord. Elle crie, elle se tord. Les voisins viennent maintenant casser la porte, vu qu'elle avait fermé la porte en entrant. Les voisins cassent la porte, on la mène à l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, on était obligé d'attacher ses pieds en l'air parce qu'elle ne faisait que gratter et puis ça faisait des blessures sur son sexe. Ça grattait tellement, il était en train de pourrir. Donc, plus elle grattait, plus ça faisait des blessures. Elle grattait, ça faisait des blessures, mais elle ne faisait que gratter, gratter. Il y avait les blessures partout sur son sexe. Ses amis, les gens étaient là. L'hôpital ne pouvait rien faire parce que quand on voit le genre, on sait déjà ce que c'est. Ça grattait, ça grattait. Les gens étaient en train de filmer. On demande maintenant que la famille de la fille est où. On prend son téléphone, il y avait le mot de passe sur ça, mais ils ont réussi à trouver quelqu'un qui devait craquer ça. Quand ils ont donc craqué, ils appellent mon oncle, le chef de famille, dont son père. Lorsqu'on appelle donc mon oncle, on lui dit comme ça, voici votre fille à l'hôpital, son sexe ne fait que démanger jusqu'à ce qu'on attache ses mains et ses pieds en l'air pour qu'elle ne se gratte plus. Mon père lui dit qu'à bon, elle dit oui. Il dit donc ok. Bon, il demande le numéro du médecin. Le médecin lui explique que comme ça, ce n'est pas une affaire de médecin, ça doit être spirituel et tout et tout. Le père raccroche. Après quelques minutes après, son sexe a tellement fait mal, qu'elle a tellement gratté, et puis on ne voyait même plus le trou, tellement elle avait gratté comme il y a 2 lèvres là. Elle a gratté jusqu'à ça a fendu le tout. Après maintenant, les petites choses ont commencé comme si ça bouillait, comme si, tu vois, quand tu mets la viande de porc dans la marmite, quand ça bout là, il y a les petits bulles qui sortent dedans. Les gens fumaient, il y avait les gens en tout qui fumaient. Après, 2 heures, sa camarade était déjà morte depuis apparemment. 2 heures comme ça, parce que le papa n'avait rien dit à la mère. Donc, lorsqu'on a appelé mon oncle, il n'a rien dit à personne. 2 heures passent après, on annonce son décès. On appelle mon oncle pour lui raconter, pour lui dire que sa fille est morte. Mon oncle dit donc qu'il ne connaît pas cette fille, qu'il ne la connaît pas, alors que c'est sa fille et qu'il ne la connaît pas, qu'il ne passe même pas à Bafoussam avec cette histoire. Les amis de la fille le lendemain, ils sont partis chercher les trucs qu'on tisse avec les bambous là. Il y a souvent les toiles, ou c'est les toiles, ou c'est quoi qu'on tisse avec les bambous. Ils ont entouré ma cousine avec, ils l'ont enterrée. C'est 1 mois après qu'on a appelé ma cousine, appelé, ça ne passait pas. Mon oncle vient raconter ça. Donc jusqu'à présent, si on ne connaît même pas là où on l'a enterré. Donc c'était un peu ça mon histoire. J'ai grandi dans une famille polygame. Comme dans toute famille polygame, quand il y avait 4 femmes, bon, en réalité, il y avait 5 et la première elle était déjà décédée, donc il en restait 4. Et le papa qui avait hérité, qui avait les 4 femmes, dans la famille, il restait la dernière femme de son père, qui était dans la maison qui vivait dans la concession avec lui. Et cette dame était accusée de plein de choses bizarres. Alors un jour, moi, je suis endormi. Dans ma chambre, il pleuvait. Il pleuvait très fort dehors. Et puis, je suis en train de rêver, en fait. C'est un rêve. Je suis plongé dans un rêve. Et tu vois le genre de rêve il est tellement réel que tu as l'impression que tu es réveillé, mais tu es dans un second rêve. Tu te réveilles, mais tu es dans un autre rêve, en fait. Un peu comme les trucs de Inception, là, imbriqués, les rêves imbriqués. Tu es conscient, tu es dans ta tête, tu sais, oui, là, je suis réveillé. Et là, tu es dans un autre. Tu te dis, là, c'est normal, mais tu es dans un autre rêve. Et je me rends compte que, dans ce second rêve, je me rends compte que j'ai oublié la fenêtre ouverte. Il pleuvait des cordes, je te dis. Je me rends compte que j'ai oublié la fenêtre ouverte. C'est dans le rêve, hein. Et puis, je me dis, mais oh, j'étais couché avec un frangin qui est dans la mer aujourd'hui. Puis il dit, ah putain, on a laissé la fenêtre ouverte. Et je veux me lever, directement quand je veux me lever, je vois il y a une silhouette qui apparaît devant la fenêtre. Quand la silhouette apparaît devant la fenêtre, en fait, c'est comme un spectre. En fait, tu sais pas, c'est tellement imposant que tu as des poils de ton corps qui s'hérissent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es tétanisé, en fait. Tu sais même pas avancer, tu peux rien faire, en fait. Tu vois, la chose est tellement immense que ça traverse, en fait, ça traverse la fenêtre comme si, tu vois, je sais pas si tu vois, en fait, ça fait pas d'effort, ça, un peu comme un géant qui essaie de traverser une fenêtre, genre, c'est imposant. Il a traversé la fenêtre,
Et puis, puis la chose est rentrée. Moi, je ne savais rien faire. Et la chose m'a chopé. Et m'a chopé quoi? Les couilles. Hey. La chose m'a chopé les couilles. Et j'ai pleuré. Puisque nous, avant de dormir, chacun, avant de dormir au bled, on ferme les portes des chambres, on est d'accord? Et le lendemain, ma nourrice me fait comprendre que j'ai pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais l'habitude d'oublier mes rêves. Mais ce rêve-là, c'est un rêve qui est ancré dans ma tête. Je ne l'ai jamais oublié. Et à la fin, quand elle a fini de presser mes bijoux, j'ai remarqué la figure de la personne. J'ai dit, en réalité, c'était la figure de cette dame. J'ai remarqué cette dame. C'était la vieille, là. Quand j'en ai parlé à ma nourrice, elle allait la voir tout de suite. Elle lui a dit, c'est la dernière fois que tu visites mon fils. Et elle ne l'a pas bronché. Elle n'a rien dit. Et dire que moi, je faisais plein de choses pour cette dame-là. C'est-à-dire, je l'aidais dans tous ses travaux. Je l'aidais partout où je partais. En réalité, on me dit qu'en fait, elle venait récupérer ta semence. Ça, c'était une petite histoire. Ça a commencé comment? J'étais à Yaoundé, tu vois. J'étais à Yaoundé. J'étais nouvellement dans la ville. Je partais. J'avais fini, j'avais eu mon bac. Et chaque fois que je me couchais, il était toujours là. Genre, je n'arrivais pas à dormir. Dès que je m'endors, à un moment dans la nuit, je me lève, je ne peux plus bouger même le doigt. Je suis seulement avec les yeux ouverts, mon frère. Donc, je suis paralysé comme si quelqu'un m'a seulement... Donc, c'est comme si tu sens la force de quelqu'un t'appuyer au sol. Donc, c'est comme si... Oui, quelqu'un comme si quelqu'un était couché sur toi, il te saisit, que mon petit frère ne bouge pas. Je reste comme ça. Même crier, tu ne peux pas crier. Même parler, tu ne parles pas. Je reste comme ça. Et dis à mon pâté dit qu'il faut prier et tout. Quand je commence la prière, je dors. Ça va mieux, gars. À un moment, quand j'ai fait un peu, j'arrive un peu le laisser. Ça recommence. Et maintenant, plus je priais, plus ça libérait. Mais où je me suis aussi dit que c'était la paralysie du sommeil. Je connais tout ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'un beau jour, je suis resté comme ça, je dormais. Mais le jour là, ce n'était plus quelqu'un qui me poussait maintenant. C'était le genre que, gars, c'était pas le rêve. J'étais éveillé, on me fouettait, mon frère. En fait, je ne voyais pas qui c'était, mais je sentais comment on me lassait les coups de fouet sur moi, man. Je criais, même mes voisins n'y avaient pas, man. On m'a chicoté de là comme ça jusqu'à dire que, mais mon frère, même un banquier n'a pas encore tapé. Ça faisait mal. On m'a fouetté, man. Et ce qui est bizarre, le matin, je me lève, je vois les traces. Mais je ne vois pas qui me fouette. Je t'ai dit. Et de surcroît, je sors. Un soir, j'ai faim, je sors, je dis que bon, je vais grimper à la boutique. J'arrive, il y avait un pont comme ça, c'était vers Bassos, mini prix Bassos. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'endroit. Il y a un endroit qui est propre, mais un endroit un peu bizarre comme ça. Dès que je suis go là-bas, je vois comme ça vers le pont, c'était un peu dans un couloir. Je croise un diman. Le gars était en blanc. Dès que je lève la tête comme ça, là, je veux voir, il cherche sa tête, je ne vois pas, man. Je vois seulement comment il est long. Donc c'était un gars, il était long. Je ne vois pas seulement mon ami, le marathon que j'ai mis, non, je n'ai même pas voulu savoir qui c'était. Un beau jour maintenant, dès que je rentre comme ça, là, j'explique tout. On me dit que continue dans la prière et tout. On m'a dit que mon village, on va un peu essayer de prier sur toi là. Dès que je suis back comme ça, là, dès que je suis back à Yaoundé, je m'ai entendu que le bail d'aille. Je te jure, ouais. Il t'assure. Apparemment, c'était lui, gars, il me faisait les faux, oui, man. Je ne sais pas ce qu'il a. Là où tu louais. Oui, et apparemment, je t'explique. Les ouais m'arrivaient comme ça parce que j'étais naïf, j'étais bête. J'étais encore au pays. Je racontais partout, je portais toujours mes cahiers des cours de langue d'allemand. Je marchais, je m'installais, j'ai carté mes pieds là. Je pensais que c'est tout le monde qui voulait mon bien. Apparemment, le gars a vu que l'enfant voulait travailler, il voulait me choper, non. Le gars est die, man. Il est die. Et il y a seulement comment on m'a dit que le gars n'était plus là. Bon, je ne sais pas si c'était lui ou bien je ne sais pas si c'était qui. Mais peut-être c'est une coïncidence ou bien c'était lui. Oh, c'est un peu ça, gars. Donc, on va considérer ici que les trois principaux acteurs sont Papa Jean. On va appeler son fils Paul. Et le fils de Paul, on va l'appeler Junior. Voilà, c'est mieux comme ça.
Donc voilà, papa Jean est le père de Paul. Il élève Paul tout seul. La maman de Paul étant déjà décédée. Et en fait, Paul est mon ami, on est dans les tranches, on peut dire 14 ans, 13 ans, 14 ans. Et il est trop, comment dire, on le trouvait trop, je peux dire laxiste. Donc un papa qui déjà encourage son garçon à aller avec les filles en lui disant que non, si tu es déjà un homme, il faut me ramener une grossesse. Prouve-moi que tu es déjà un homme, tu me fais une grossesse, je vais assumer. Bon, pendant qu'à cet âge-là, on est un peu plutôt sévère avec les jeunes, quoi. Donc voilà, et il disait toujours à son fils que si c'est un garçon, c'est génial. Donc si tu trouves une fille, si elle te retient en disant que c'est pas le bon moment, non, 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 tu insistes, tu forces, comme ça va. Donc ce genre d'astuce-là, et il nous racontait que son père lui disait ça et non, on ne comprenait pas. Bon, par contre, j'avais cette... j'étais pas la fille qu'il ciblait parce que déjà on était voisins. Donc c'était pas le genre où on allait se calculer, quoi. Même à l'âge, là, c'est vrai que chez nous, c'était un peu plus sévère, plus strict, mais bon. Chaque fois que son père le voyait avec une camarade, il demandait que j'espère que tu sais, il faut oser, il faut. Donc, toujours en train de l'encourager dans les bêtises. Nous, on trouvait ça malsain. Toujours est-il que lui, il était pourtant un garçon assez calme. Mais une chose qui était étrange chez lui, c'est que quand on partait peut-être le samedi, parce qu'on habitait près de l'école du centre, il y avait une très grande cour de l'école. Donc on aimait le week-end aller jouer devant les salles de classe et sur les gazons d'à côté. Et chaque fois que le gars là voyait un papillon, il dit bien un papillon, il entrait presque en transe. Il détestait. Et je ne comprenais pas comment un garçon qui a le courage d'arrêter un serpent avec la main à main nue, vivant à main nue, a si peur des papillons. Et un jour donc, il me dit, j'ose l'interroger, je lui dis, mais moi je m'amuse, j'avais arrêté un papillon, j'ai mis dans la boîte. C'était un papillon tout blanc, j'ai mis dans la boîte. Quand je lui montre, le gars s'effraie, mais il me dit, heureusement que ce n'est pas le papillon méchant, le papillon noir. Je lui demande pourquoi le papillon noir. Il me dit que non, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas le papillon noir. J'ai dit, explique-moi. Il me dit, il ne saurait pas me dire, mais quand il voit le papillon noir, son cœur s'emballe. Et là, on remarque justement que constamment autour de leur maison, il y a des périodes où il y a je peux appeler ça un essaim de papillons noirs qui rôde un peu. On voit un peu sous les plafonds, on appelle ça quoi? À l'extérieur, sous les plafonds de véranda, là, sous les plafonds, souvent ça fait un amas là-bas, ça rôde, ça rôde. Bon, je ne comprenais pas ce que c'était. Voilà donc, on passe en classe de seconde et une fille déclare qu'elle est enceinte du gars. Quand je peux demander à mon ami, mais est-ce que l'affaire là, c'est vrai que la fille qui dit qu'elle est enceinte de toi au lycée là, il me dit, je sais que j'ai fait avec elle, mais ça c'est mon père qui m'a mis la pression. Je dis, comment ça? Il me dit, il va au champ avec son père, ils sont en train de travailler. Les champs sont un peu voisins, ils ont un champ, donc leur voisine du champ c'est une maman. La maman est avec sa fille au champ. Il entend comment la maman dit à sa fille que bon, tu restes fini d'emballer le reste des affaires là et tu me retrouves, je m'avance pour ne pas rater la réunion. Je suis déjà en retard et tout. Donc la fille reste au champ seule. Et son père de lui dit, on est seul au champ, il ne peut y arriver, fonce. Donc je peux dire que c'est un peu comme si son père l'a presque incité à y aller malgré son accord, quoi, l'accord de cette dernière. Donc voilà comment il me fait savoir qu'en fait, il sait que ça peut être possible. Bon, la fille donne naissance à un garçon. Mais les parents de la fille ne veulent pas approcher les parents approcher monsieur Jean. On ne peut pas approcher papa Jean pour lui dire que tu as un petit-fils. Donc lui, il sait bien que l'enfant est né et il fait tout pour aller là-bas. Mais la famille, on déplace la fille, donc elle quitte de la ville pour aller accoucher, pour aller faire sa maternité plutôt dans un village chez sa tante à côté. Le papa est mal à l'aise, il veut y aller, il insiste et tout et tout. Voilà que l'enfant arrive donc, on se disperse en fait, on se disperse un peu avec nos études et tout. Mais toujours est-il que comme je retournais sur les lieux, l'enfant a 2 ans. Quand sa maman décède, la maman de la fille du garçon décède, un petit garçon junior. Quand sa maman décède, dont la grand-mère étant démunie, dit il faut qu'il cherche quand même le père de son grand-père pour le lui donner. Entre-temps, Paul est déjà allé faire ses études aussi un peu loin du village, loin du coin. On amène dans le petit-fils chez le papa. On vient saluer le grand-père. On lui dit, bon, l'enfant va te saluer et tout pour qu'on rentre. Il dit non, il veut que l'enfant fasse au moins 10 jours avec lui. On lui dit non, on n'était pas préparé à ça. On venait juste te donner
te faire voir ton petit-fils, savoir qu'il a envie et qu'on s'excuse depuis les 2 ans, là, c'était compliqué. Sa maman est décédée. Donc, on lui explique tout ça. Le gars se fâche qu'il fait donc appel à Paul pour que Paul soit là. Paul arrive donc, ça coïncide avec une période où je suis dans le coin. C'est là où Paul dit que, il me dit que mon enfant ne doit pas faire 10 jours chez nous. Il faut que je calcule le 8e jour, même comme ça, là, une semaine, je dois le faire partir. Je lui demande, mais explique-moi un peu, il y a quelque chose de fond. Il me dit non, je ne veux pas que mon père lui mette les choses dans le ventre. Là, jusque-là, je suis un peu perplexe parce que je ne connaissais pas quel était le problème de fond. Toujours est-il que quand il dit ça comme ça, lui maintenant, Paul tombe malade. Il ne peut pas donc rentrer avec l'enfant. Ce qui fait qu'on est là comme ça un après-midi. L'enfant parlait déjà bien, hein. Il nous appelait tata, on jouait un peu, on causait. Voilà que tu vois, l'enfant est là dans la cour, on est en train de jouer. J'ai dit un papillon noir, pas petit. Tu vois un papillon noir qui vole de la maison de massage de monsieur Jean là. Il vole là. Je regarde en me disant, voilà les choses que Paul n'aime pas. Mais comme Paul est dans la maison malade, je me dis, il ne va pas entrer en transe, il ne va pas voir ça. Pendant que l'enfant lève la tête pour regarder le papillon vole vers le visage de l'enfant et l'enfant bâille. Je dis bien sous mes yeux. L'enfant bâille et le papillon lui entre dans la bouche. Je panique, je m'attends à ce que l'enfant tousse, style, comment on appelle ça, un peu comme tu avales un truc bizarre là. Non, l'enfant est calme, il sort des gros yeux là, il me regarde là, il n'est pas... Me voilà qui me précipite, je vais dans la maison pour voir, genre quand j'ouvre la porte pour entrer, pour voir Paul, pour lui dire, mon ami, le père de l'enfant, le grand-père est gaillardement assis net à l'entrée de la maison. Et le regard est tellement... Le sourire n'a quoi que qui te regarde comme pour dire, je sais ce que tu viens faire, ne tente même pas. Donc un style, vraiment, ça m'a effrayé. J'ai encore la chair de pouce qu'aujourd'hui. J'ai donc fait demi-tour, je suis rentrée. Et j'ai rien dit. Voilà que ça n'a pas fait quelque temps. Je suis quittée du coin. Je rencontre donc Paul en question. Je vous assure, il a pris un coup de vieux. À nous voir, on dirait que c'est mon grand-père. C'est lui qui m'a d'abord reconnu. C'est lui qui m'avait reconnu, je ne l'ai pas reconnu. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il était longtemps malade. Je lui demande, il s'est passé quoi que tu es malade? C'est là il me dit, tu reconnais le jeune homme si il me montre dans son fils. Le gars est déjà dans les affaires de... Il est déjà grand. Donc là, je vous parle comme ça, le gars est déjà dans les... je crois que c'est déjà quelque chose comme 18 ans. Le fils me regarde, tu me dis, tu ne te souviens pas d'être une amie, on a grandi ensemble et tout. On cause et tout, je vois, je dis à Paul que tu as quoi, dis-moi un peu. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, il était resté longtemps dans les coins du sud là. Et je me disais, ben, si c'est une maladie clinique, quelque chose, on peut l'aider à regarder un peu du côté de l'hôpital, vraiment, donc genre soins approfondis. Le gars me dit, c'est pas facile. J'ai dit, il y a quoi? Il me dit, laisse tomber. Il dit, tu es où? Je vais te chercher. Je prends dans ma pied un soir, je vais à Mendon, où il m'avait indiqué qu'il est, j'arrive chez lui. J'appelle, il me dit, j'arrive dans un instant. Je trouve dans son garçon là, il s'assoit, il me regarde. Il me dit, papa pas dit que tu as grandi avec lui, vous étiez amis. Je dis oui. Il dit, pourtant je me souviens bien de toi. Hein. Il me racontait ça, mais dès que je t'ai vu, je t'ai reconnu. Je dis, ah bon? Il dit oui. Je dis, ok, ça va. Le gars me dit, papa est malade, mais c'est moi qui vais mourir bientôt. Je vous dis, un enfant te dit ça comme ça de but en blanc. Je lui demande comment ça. Il me dit, il me regarde dans les yeux, il sourit, il me dit, tata, tu te rappelles le papillon que j'avais avalé là? Je ne vous dis pas que... J'ai dit que j'ai failli pisser sur mes pieds. C'est le petit qui me dit, c'est mon grand-père qui a tué ma grand-mère. Parce qu'elle avait empêché qu'il ne transmette ça à Paul, non à papa. Elle a caché, donc elle a accouché, sachant que son mari voulait transmettre ça à l'enfant. Elle s'est éloignée avec l'enfant pour dépasser le délai qui était son délai d'initiation là. Donc du coup, étant choqué, le grand-père le père a d'abord fini avec sa gars une fois. Donc Paul est resté son seul enfant. Maintenant, il a espéré que Paul fasse vite un enfant pour qu'il transmette à celui-là avant de partir. Malheureusement, quand il transmet donc à l'enfant, il a transmis à l'enfant pourtant pour se précipiter avant les délais. Donc, ayant transmis à l'enfant, il n'a pas transmis de la bonne manière. Maintenant, ça n'a pas marché comme il fallait parce qu'il fallait maintenant que l'enfant marque son consentement. Donc, il accepte de son plein gré de le suivre, que ce soit par forcing. Or, à l'heure là, Paul étant malade, dans sa maladie, apparemment, il a su que c'était pas simple, c'était pour... Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant me dit que quand il a eu son truc là, il est rentré dans la maison le même soir. Ça n'avait pas encore bien imprimé. Il a vu que son père était couché et il y avait un papillon noir sous son front. Il a pris la serviette, il a
attrapé le papillon, il est écrasé. Donc le papillon qui était sur le front de Paul, là, en fait, c'était toujours le grand-père qui essayait dans ses derniers moments de prendre ce qu'il avait qui restait encore à son fils, même comme il était déjà vieux, ne pouvant plus l'initier. Donc le petit enfant de 2 ans là a écrasé ça. Du coup, voilà, le vieux au village là-bas, ça n'a pas est fini. Le vieux est resté au village là, quelques temps après, il est mort. L'enfant maintenant me dit qu'il va mourir parce qu'il sait que ce que le grand-père lui a donné là, il n'a pas eu le temps de savoir comment ça se gère. Toujours est-il que dès qu'il a eu mal au ventre un jour, on l'a amené à l'hôpital. Le médecin l'a regardé et lui a dit, mon petit, je suis chirurgien, mais j'ai 4 yeux. À cause de ce que tu as dans le ventre là, je ne peux pas t'opérer. Je t'opère, c'est une personne qui va rester sur le billard, ou toi ou moi. C'est ce que le médecin lui a dit à l'hôpital. Le médecin qui puisse être de son village. C'est même lui qui lui a expliqué comment le système là fonctionne. Et lui a dit que si tu veux sauver ton père, tu devras entrer dedans absolument. Donc ton père là comme ça, là, il a pris, ton grand-père est mort ayant déjà aspiré toute la jeunesse de ton père. C'est pour ça qu'il a dépéri comme je vous dis là. Et le médecin de lui dit, si tu veux le sauver, il va falloir que tu ailles au village rencontrer dans les anciens et accepter, signer de ton plein gré, accepter d'être initié à la chose et respecter les conditions bizarroïdement bizarres qu'ils vont te donner. Puisque ce n'est plus le genre qu'on t'a donné par force et que tu as développé en toi naturellement comme ça. Donc tu dois devoir accepter. Et le gars étant déjà conscient de ce que ça implique, c'est comme ça qu'il refusait donc. Parce que le médecin a dû un peu le briefer dessus. Il a dit qu'il y a des, je ne veux pas te mentir, il y a des conditions à remplir qui ne sont pas jolies. Mais c'est chacun qui choisit. C'est ton plein gré qui va, tu as ton libre arbitre. Donc le gars me dit que lui maintenant, là, comme on a dit qu'il a son libre arbitre, c'est qu'il a plutôt fait, c'est qu'il est allé rencontrer, à l'insu de son père, un vieux, lui a parlé de ça et a dit au vieux que tout ce que je veux maintenant, c'est que je retourne, je veux mourir pour mon père. Donc je veux partir avec ça et donner un peu à mon père la dernière force qu'il peut avoir pour rester le temps qu'il faut. Le monsieur l'a dit que non, c'est pas, même ça, c'est pas évident. Donc il me dit donc qu'il a compris que s'il se fait opérer, le médecin a dit que tu ne connais pas ta force. Oui, et que le médecin lui dit que c'est selon ta force. Donc, en te faisant opérer, tu peux transmettre ça, tu peux faire que ça prenne celui qui fait ça. Parce qu'il dit que ton truc est dans ton ventre, il est en éveil permanent, tu ne peux pas le contrôler. Donc, quand il me raconte ça, imaginez-moi dans le fauteuil de quelqu'un assise. Je ne sais pas s'il veut me tenir debout, s'il veut m'asseoir, si je veux parler. Et il finit de me raconter, il me dit, Tata, je te dis parce que comme tu étais le témoin de ça et je n'ai jamais oublié ton visage. Et chaque fois que mon père me parle de toi en bien. Et depuis, je n'ai personne à qui je peux dire ça avant de partir. Donc, si jamais tu apprends que je ne suis plus là, parce que si tu as son contact, si je me vais t'appeler, tu viens, tu lui dis qu'il ne doit pas être triste, que si je meurs, c'était pour la bonne cause. Parce que moi, là, il a grandi déjà sans mère. L'histoire s'est répétée. Moi-même, j'ai grandi sans mère. Pour ma mère, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais pour lui, là, c'est grand-père qui a tué grand-mère. Et c'est là où il me dit à un moment donné que, Tata, s'il te plaît, je sens que tu ne tiens pas fort, tu n'es pas trop forte. Ton cœur est petit, hein, Tata, tu es trop faible. Comment tu paniques comme ça là? Bon, rentre là avant qu'il ne vienne. Là, je vais lui dire que comme tu l'attendais, là, on t'a appelé pour une urgence et tu as dû partir. Parce que là, il va rentrer là, tu risques seulement de gamins devant lui en pleurant. Viens, je te raccompagne. Donc, c'est comme ça que je suis sortie. Je me suis cachée dans un snack pour attendre que la panique parte parce que je ne pouvais pas conduire dans l'état où j'étais. Je vous assure que je tremblais de tous mes membres. Parce que je n'arrivais pas, j'ai dû me poser 1001 questions. Mais pourquoi parce que c'est quand il me dit, tu te rappelles, quand j'ai avalé le papillon, je vous jure que c'est quand il me dit que ça me revient. C'était comme un souvenir. Donc parfois je me disais que c'était un souvenir pas réel, quoi, rêve ou bien vieux truc. Donc je ne m'accrochais plus à ça. Je n'avais pas marqué ça. Donc j'ai pris ça comme ça et... Non, je vous dis que j'ai connu cet enfant, il était encore petit. Donc, quand je vous parle de lui maintenant, là où il a 18 ans, ce n'est pas qu'il avait 18 ans, je parle de son fils de Junior, c'est Junior qui a grandi. Et je vous parle d'une histoire qui s'est passée, on était encore enfant. Non, je reprends la question, c'est Paul qui a vieilli, son papa, qui était mon ami. Et vous, aujourd'hui, je me mets à côté de lui, il paraît d'être un homme d'une 60aine. Franchement, il est voûté déjà, je ne sais pas. Donc, je vous dis, et quand tu regardes ça, je me demande aujourd'hui, mais c'est au nom de quoi? Parce que ce monsieur Papa Jean dont on parlait là, ce n'était pas le type le plus riche du quartier. Hein? Une maison délabrée, quelconque comme ça, oui. Et après, quand elle a accouché, donc, elle a accouché un garçon. Et à l'hôpital, d'abord, ils ont remarqué que la tête de l'enfant il avait une grosse tête.
que l'enfant avait une grosse tête. Ils ont fait 3 jours à l'hôpital. Ensuite, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils sont arrivés à la maison. Juste une semaine après, la tête de l'enfant a commencé à grossir. Quand la tête de l'enfant a commencé à grossir et en journée, la tête de l'enfant brillait beaucoup, le front, ça brillait beaucoup. Bon, la mère a commencé à remarquer que l'enfant pleurait beaucoup dans la nuit. Elle est donc allée expliquer à leur maman que maman, l'enfant là pleure beaucoup dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi mon enfant pleure beaucoup comme ça. Elle lui a dit que faut faire des prières, peut-être ça va aller. Bon, maintenant, la nuit, quand l'enfant commence à pleurer, il pleure, il regarde si ses parents. Il paraît que bon, l'enfant, quand il pleure là, il voit que ses parents ne réagissent pas. Il se transforme en un long serpent. Le serpent là touchait même le plafond. Seigneur. Le bébé, ensuite, une nuit donc, l'enfant a pleuré, la mère restait tranquille, elle a fait comme si elle dormait. Donc pour voir, c'est pas peut-être l'intuition des femmes. L'enfant pleurait, elle est restée, elle ne bougeait pas. Après, elle a vu que son fils s'est transformé en un long serpent qui touchait le plafond. C'est ça. Bon, elle est restée tranquille, elle n'a pas bougé. Quand le matin est arrivé, elle est allée voir sa maman. Elle a expliqué à sa mère ce qui s'est passé dans la nuit. Bon, sa mère lui a donné une astuce de prendre une calebasse blanche et de mettre le sésame à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est que le sésame. Le sésame dans la calebasse. Bon, la fille, elle s'est donc exécutée, elle est allée au marché, elle a acheté une calebasse blanche, elle a mis le sésame à l'intérieur. Et elle s'est donc couchée avec l'enfant et le papa aussi. La nuit, à partir de 1h, l'enfant s'est mis à pleurer. Comme il a vu que ses parents ne réagissaient pas, il s'est transformé en serpent. Quand il s'est transformé en serpent, il est descendu, il a mangé ce qu'il y avait à manger, il a mangé tout le sésame. Après, il s'est retransformé en bébé, il est venu se coucher là à côté de sa maman. Et là, sa maman avait bien vu alors le jour là, elle avait bien vu comment son fils s'était transformé en serpent. Quand elle a vu, elle allait expliquer alors à la maman que vraiment mon fils là c'est un serpent. Ils sont allés voir un praticien. Comme c'était dans la région, ça s'est passé dans la région du Nord, à Garoua. Ils sont allés voir les praticiens ou les marabouts. Bon, le marabout leur a dit que quand elle était enceinte et qu'elle aimait se balader dans la nuit, il y avait un esprit qui était entré dans son ventre. Il y avait eu échange de... Bon, l'esprit est entré, il a possédé son bébé. En fait, il avait tué le bébé dans le ventre. Et c'est l'esprit là qui est dans l'enfant. L'esprit là, c'est le serpent. Ce qu'il a fait maintenant, c'est d'aller au marché acheter 3 colas avec le sésame. Toujours, parce qu'il paraît que les serpents aiment le sésame. C'est là que j'ai même appris ça. Le sésame et le poulet et la calebasse. Un poulet blanc et une calebasse blanche aussi. Bon, ils ont fait tous les achats et le marabout a dit que il faut qu'ils aillent au bord de la mer. Pas un fleuve, pas le lac, pas la rivière, au bord de la mer. Bon, comme il y a la Benoué là-bas, c'était facile pour eux. Ils sont donc la nuit tombée et comme le marabout avait conseillé de faire ça aux heures tardives, et il avait aussi dit que si les parents ne font pas ça d'ici 1 semaine, l'enfant là va se débarrasser de ses parents, il va les tuer. Bon, la nuit donc, ils ont pris la route pour aller déposer le bébé au bord de la mer avec le marabout. Et il ne fallait pas dormir pendant la nuit. Bon, en partant, il paraît que l'enfant ressentait déjà, il avait déjà commencé à bouger, à faire les trucs pour que sa mère ait pitié de lui, pour que sa mère ne l'amène pas. Mais elle a serré son cœur, elle est partie, ils sont arrivés au bord de la Benoué. Et quand elle a déposé l'enfant, elle a déposé les 3 colas, le poulet, elle a mis l'enfant dans un panier, parce qu'il était encore bébé. Elle a mis l'enfant dans un panier,
Elle a déposé le poulet, la calebasse, les sésames et les 3 colas. Ils sont allés loin, donc ils sont partis loin, se cacher. Avant ça, d'abord, l'enfant s'est mis à pleurer quand il partait. Marabout a demandé qu'elle ne doit pas se retourner. Ils sont allés se cacher très loin pour voir comment l'enfant va réagir. Non? C'est comme ça, quand ils se sont cachés, l'enfant s'est mis à pleurer. Personne, il regarde, personne ne vient. Il a fait ça au moins 3 fois. Après, il s'est donc transformé en serpent. Il a commencé à manger les sésames qui étaient là et il est entré dans l'eau. Il est parti, il n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Et elle a eu d'autres enfants. C'est tout. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Je vais raconter une histoire, mais l'histoire que je veux te raconter, normalement, c'est IB, comment c'est dit. Donc, les gens prenaient un peu le temps de m'écouter parce que c'est un peu pertinent ce que je vais dire. Ce ne sont pas des blagues en fait, ce sont des trucs qui arrivent. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde et merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Et je te suis depuis un certain temps, mais je ne m'abonnais jamais à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous vivons, c'est pas parce que nous voulons, mais ce sont les réalités de la vie. J'ai grandi du genre dans, comment on dit, les enfants des hommes en tenue, mais et tout. J'ai grandi avec une camarade et une amie d'enfance dans le quartier. C'était toujours du genre, elle était, puisque pour le moment, jusqu'à présent, elle est toujours mon aînée. C'était, on partait à l'école, on rentrait, nos parents, parce que les deux, c'était des hommes en tenue, mais je ne peux pas citer les noms, pardon. Oui, donc, ça m'a fait un peu bizarre. Donc, pardon. Donc, c'était du genre, on grandissait, on se voyait comme des filles. Un jour, elle m'appelle, nous étions au niveau de, comme on dit toujours, les sources pour puiser de l'eau. Il y avait des petits garçons, toujours comme jeune fille. Parce que c'est une histoire, j'avais 13 ans. Bon, je vais quand même vous donner le quartier. C'était ensemble, en face garantie. Donc, où Vision 4 est présentement, c'était où c'était notre terrain. Parce que c'est une histoire très réelle. Bon, les petits garçons font des trucs. Elle n'était jamais intéressée pour une petite fille de 13 ans. Ah, vous faites des petits trucs, tu ris. Tu as vu comment il m'a regardé. Elle me pose la question un jour pour me dire, est-ce que quand tu restes souvent, ton père te lave, ton père te fait des trucs? Je dis, non, papa va me laver, j'ai 13 ans. Quand j'étais petite, papa me lavait, mais je suis déjà quand même à l'âge où, quand même, là, il y a aussi une petite honte. Parce que moi, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, la maturité m'a tellement pris, tellement petite. Et du coup, ok. Un jour, il y avait la fête à la maison. Son père nous appelle de monter en haut parce que c'était soit l'année, si c'est mon père qui faisait les achats pour les deux maisons. L'autre année, c'était son père. Tellement, c'était une famille, c'était tellement déjà soudé. Elle me dit que, ok, je veux te confier un secret, est-ce que tu peux garder? Je dis oui. Elle me dit que parce que, pardon, excusez-moi, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Je dis ok, mais je peux quand même donner son nom, ça ne dérange pas parce qu'elle s'appelle Non, pas le nom. Ok. Bon, maintenant, elle me dit, ok, je vais te confier un petit secret. Je dis, ok, quel secret? Elle me dit, non, quand je dors dans la nuit, papa vient souvent me chercher, on part dans sa chambre. Et elle est jumelle. Les faux jumeaux, en fait, dont elle est fille et un garçon. Bon, je demande donc, il me dit non, on fait les trucs de... Je sais pas si les gens vont reconnaître, mais c'est les choses des enfants. Il y avait des petits noms qu'on prenait. Ne riez pas parce que je vois les gens sont en train de rire. Elle me dit quand je suis avec mon père, quand il vient souvent me prendre, on appelle ça les fig-fioc. Excusez un peu, mais ça fait bizarre.
J'ai dit, c'est quoi Fik-Fiok en fait? Elle me dit, non, c'est des trucs. Je dis qu'ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi aussi, je rentre. Je dis à ma mère que, ah, maman, comme tu vois là, ma copine me dit qu'elle fait souvent les Fik-Fiok avec son père. Elle me pose la question parce que ma mère vivait encore que c'est quoi Fik-Fiok? Je dis que moi, je ne connais pas. Elle me dit, ah, ça va, ce sont vos choses des enfants. Je reste un jour, je suis avec elle au salon, nous sommes en train de manger. Ce jour, on mangeait le haricot avec du manioc. Elle me dit qu'ok, je peux te dire, mon père me dit qu'il va me léguer un pouvoir. Comme je suis jumelle, pour que s'il ne peut plus être là, je peux gérer la famille. Je dis, mais tu es l'avant-dernier né, comment est-ce que tu vas gérer la famille? Elle me dit, non, je vais t'expliquer. Son père a pris une femme. Il a pris en fait 3 femmes, hein, parce que je ne vais pas trop mettre long, parce que j'ai l'autre à raconter. Son père prend une autre 3e femme. Et en passant, ce sont les gens de l'Est. Il prend une femme, mais c'est devenu trop de rivalité. C'était les deux bagarraient, parce qu'elle était déjà... Elle est âgée par rapport à moi. Je ne comprenais pas le pourquoi elle bagarrait toujours la femme. Et une fois, la femme est venue à la maison dire à ma mère que vraiment, la fille de mon mari se prend pour ma rivale. La maman de ma mère, qui était nigériane, parce que je suis demi-nigériane, demande que, mais ta fille te prend, parce que c'est ta fille, elle te prend pour une rivale, pourquoi? Elle dit que je ne sais pas. Ma maman dit que, ah, peut-être ce sont les jalousies des petites filles. Elle dit que d'accord. On reste. Jusqu'à, j'avais déjà le CEP, j'ai le BPC, j'ai le probatoire. Maintenant, au moment de faire le bac, j'ai eu le bac, nous sommes allés au lycée Leclerc ensemble. Maintenant, étant là, elle tombe enceinte. Bon, je t'ai dit, je vais te parler de certaines choses IB. C'est moi qui remarque d'abord en premier lieu qu'elle est enceinte. Je demande, tu es enceinte? Elle me dit, toi, tu connais les histoires de grossesse, parce que j'étais d'abord fille-garçon ratée avant. Parce que je pratiquais beaucoup le sport et comme j'ai fait les arts, donc ça m'a transformée en ce temps. Elle me dit, ah, pourquoi tu aimes toujours prendre les trucs des gens à cœur? Je dis, non, je ne prends pas. Quand je te regarde, je vois que tu as un bébé dans le ventre. C'est où elle quitte. Elle fait le test parce qu'elle-même n'était pas au courant. Elle me dit que oui, c'est vrai. J'ai fait un test de grossesse à l'hôpital de Foulan. Pardonnez-moi si je cite les hôpitaux. Et là, je découvre que j'ai un retard. Il demande donc, ok, et maintenant tu vas faire comment? Elle me dit que non, elle n'a pas de problème avec son papa et sa nourrice, parce qu'elle est que la nourrice, mais elle n'aimait pas ça. Je dis que ok. Moi, alors, comme j'étais très bavarde, parce que j'étais du genre naïf, parce que j'ai pas vraiment vite connu là. Je dis à maman, elle dit que maman, ma copine là, le bébé dans le ventre, elle me dit, toi, toujours avec tes histoires, tu aimes déjà les hommes. Ce jour, ma mère m'a bastonné. Elle est allée avec moi dans la chambre, elle a pris l'œuf. Comment toujours, tu connais comment les biafrais sont les Ibo. Parce que ma mère était Ibo. Elle prend l'œuf, elle essaye de mettre dans mon vagin, excusez-moi dans le direct. L'œuf n'entre pas. Elle dit, ah, la chance, tu ne connais pas encore les hommes. Elle me dit, mais où est-ce que tu vas? Elle dit, mais maman, avec tout l'école et les études, donc ce qui est sur la science et tout, ça nous édifie déjà dans la vie que nous vivons. Elle me dit, ok. Elle appelle la fille en question. Elle demande que qui est le père. Elle dit que non, j'ai déjà confié, j'ai déjà dit au père en fait qui est le père de l'enfant. C'est resté là. La grossesse est arrivée vers les 5 mois. La grossesse est quittée. Je ne sais pas s'ils ont enlevé ou pas. Elle me dit qu'elle a perdu l'enfant. Tout le quartier était un peu en alerte et tout et tout. Un jour, nous sommes à la maison. Je dormais. Il y avait tellement de bruit. Je vois qu'elle entre dans la chambre. Elle me dit que comme tu me vois là, je suis encore enceinte. Elle me demande que toi, tu bois tes grossesses seulement dans l'eau. Elle me dit que non, laisse. C'est que le gars là m'aime tellement. Je dis ok. Mais elle me dit que non, mais elle veut enlever ça. Parce que l'autre grossesse, c'est vrai que son père a accepté, mais il y a eu trop de dégagement. Je dis que ok. Les mois sont passés à 6 mois et demi. Voilà où tout se gâte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame était une femme d'Assa. Elle a voyagé pour
pour Boumiébel, pour acheter la viande de brousse parce qu'elle faisait le ngoya, on appelle ça comment, le nougat loba, comme les Bassas appellent. Elle a voyagé, mais malheureusement arrivée pour son chasseur parce qu'elle achetait les munitions pour les chasseurs. Arrivé là-bas, le chasseur est mort en brousse. Il est allé pour tirer. Il y a un autre chasseur qui allait tirer sur lui. Il est mort là-bas. Je ne sais pas trop le truc mystifié. Elle programme de rentrer. Elle rentre vers les 20 h. Quand elle rentre, elle avait la clé. Elle ouvre la porte. Elle entre. Tout le monde dormait. Elle s'étale au salon. Elle se rend compte d'habitude que quand elle entre, son mari est toujours le premier à suivre des bruits. Elle se dit que peut-être il dormait ou bien il était de garde. Elle remarque que la porte de la chambre est ouverte. Elle dépose les trucs dans la chambre avec un peu de vivres qu'elle a ramené. Quand elle ouvre la porte, elle trouve son mari nu, à genoux, et il remarque qu'il est en train de chevaucher une femme, parce que je ne vais pas trop utiliser les termes. Pour elle, elle se dit que son mari a ramené une autre femme à la maison. Elle se met à pleurer. Elle sort. Ça, c'est une histoire très vraie. Ça fait mal. Je vous dis une vérité. C'est quelque chose, un traumatisme. Elle sort, elle toque, elle frappe à la porte. C'est mon père qui ouvre. Il dit à mon père que voilà ton frère, ton collègue, il est trouvé avec une femme. Mon père se lève et appelle la maman. Et directement, on sort aussi pour suivre les parents comme des enfants. Arrivé là-bas, mon père entre. Quand il entre, apparemment, il a vu avec qui il était en train de chevaucher en fait. Il tombe en arrière, il rampe par derrière. La maman demande qu'il y a quoi. Il dit c'est grave, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est la pure sorcellerie sortant. Le papa, qui était comme le père du quartier, il sort. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était nu. Il se met à dire à mon père que pardon, je vous en supplie, n'appelez pas les voisins, je vous en supplie, on peut régler ça à l'amiable. Mais le papa demande maintenant que on va ranger à l'amiable, qu'est-ce qui se passe? La fille maintenant, elle n'a pas eu le temps de s'habiller, elle sort nue, c'est où tout le monde se rend compte que c'était sa fille. Tout le monde crie. La femme, elle était déjà en train d'alerter le quartier. Le quartier est sorti. Quand maintenant le quartier sort, on ferme sa porte. On reste là-bas. Ceux qui étaient en l'intérieur, il était nu. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était nu. C'est où il dit à mon père que je sais que comme vous avez vu, parce que personne ne devait voir ce qui se passe. C'est moi qui ai déviégé ma fille. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. La première grossesse, il s'est mis à faire une confession qui n'avait pas de nom. Et cette histoire que je vous raconte, s'il y a des gens ici qui suivent vraiment les médias, ils vont reconnaître cette histoire. C'est passé à la télé, surtout à la CATV. Mon visage est même sorti à la CATV parce que quand les gens sont venus, on devait avoir des témoins. C'est un problème qui est allé très loin. Non seulement qu'on l'a déshabillé, la famille du monsieur est arrivée. Apparemment, il épuisait les pouvoirs jumelés de ses enfants, de sa fille, et il avait aussi sodomisé le jumeau garçon que personne ne pouvait imaginer. Je vous parle, j'ai très mal au cœur parce que ce n'est pas l'histoire qu'on dit « j'ai entendu », c'est quelque chose que j'ai vécu. Je vous dis aujourd'hui que cette fille sa fille a 13 ans. La fille qu'elle a eue avec son père. Son père est mort. Et son père était porteur du VIH-Sida. Et elle a hérité de cette maladie. Excusez-moi de vous dire ça. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle est allée rencontrer un Bamileke qui est un taximan. Je ne peux pas appeler son nom. Parce que mon voice peut arriver n'importe où. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Parce qu'elle peut écouter. Le gars est tombé malade. Elle ne dit pas au gars que la maladie que je porte, c'est l'inceste. C'est une histoire réelle. Comme vous m'avez demandé de ne pas donner le nom, dès que tu donnes le nom, c'est une maman qui va te faire asseoir pour te relater la même histoire. Parce que c'est une histoire qui s'est passée réellement. Elle a déjà 2 enfants avec ce garçon, plus sa petite soeur. Parce que faire un enfant avec ton père, c'est ta propre petite soeur.
Et aujourd'hui, elle vit, des gens ont essayé de marcher avec elle pour dire non, ce que tu as eu à faire, ce que tu dis que tu as hérité, c'est très mauvais. Son père n'a plus fait 2 ans, il est mort parce qu'il devait remplir les conditions du travail. C'était les conditions il était entré dans le truc de, je ne vais pas citer, le travail en fait. On l'a demandé de faire ses sacrifices. Il devait coucher avec ses enfants. C'est de là que tout le monde se rend compte que de ses premiers enfants jusqu'au dernier, parce que les 2 jumeaux, c'était les derniers, il a déviergé les garçons comme les filles, parce que quand tu sodomises un enfant, tu le dévierges. Il a couché de l'aîné jusqu'au dernier. C'est une histoire très réelle. Juste ce que je peux dire, c'est que nous vivons des choses dans la famille. Nous vivons des choses dans la famille que personne ne peut comprendre et expliquer, mais ça fait mal. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est qu'elle vit, j'ai l'impression qu'elle est joyeuse. Quand son gars arrive dans sa famille, parce que nous sommes déjà comme une famille, je suis comme sa petite soeur, quand ce gars essaye de s'acquérir des nouvelles, elle bloque. À un moment même, moi j'ai dit aux gens, elle-même, elle est déjà sorcière parce que ses agissements ne sont pas bien. Le gars aujourd'hui, il se dit que celui qui a transmis le VIH à la fille, pourtant elle est porteuse de maladie depuis des années. Parce que son père était 0 positif. C'est en cet instant que les gens du quartier se rendent compte qu'il était malade. Quand cet homme est mort, c'est une vérité que je vous dis. Peut-être vous entendez souvent les histoires de sorcellerie. Cet homme est mort, mais il s'est transformé en cendre. Cet homme s'est transformé en cendre dans sa chambre. Il est mort, après il s'est transformé en cendre. On dirait on l'a brûlé et on a ramené ses cendres. Donc on ne l'a pas enterré comme nous, on peut nous enterrer demain. Donc c'était un peu la petite histoire et c'était pour sensibiliser parce qu'il y a certains d'entre nous qui vivent cette chose, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler parce que tu ne sais pas où tu vas aller te plaindre, ce qui peut se passer si tu vas vivre longtemps. Si ton combat peut arriver jusqu'à dénoncer ces gens, mais je vous dis une réalité, ils sont dehors, ils sont parmi nous. Ce sont nos parents, ce sont nos mamans, ce sont nos frères et sœurs. Mais ça fait mal. Quand je suis en train de vous parler, je sens que je vais passer une nuit blanche. Parce que chaque fois que je pense à cette histoire, je ne dors pas. C'est quelque chose qui m'a traumatisée. Et jusqu'à présent, quand je pense à cette histoire, ça me traumatise réellement. Donc c'était ça ma première histoire en fait. Je vais vous raconter ma propre histoire, ce que j'ai vécu il y a peut-être, ça fait même pas encore 1 an, et peut-être 4 mois. Alors, j'ai ma grande sœur avec qui l'on s'entend super bien. Un samedi, on décide de sortir, de partir en boîte. Il y a une boîte là-bas en Gousso. On appelle ça le Gas Monkey. On arrive donc là-bas, donc. Nous, on avait juste prévu boire 2-3 bières et rentrer, vu que ça faisait longtemps, on ne s'était pas retrouvés. Et la période a même traversé par des moments difficiles, donc c'était aussi un moyen pour elle de se détendre un peu, tu vois. On arrive dans le Gas Monkey, on s'assoit. On commande nos ice là tranquille, on commence à boire et tout. Aux environs donc de minuit, voilà 2 gars des brasseries on va d'abord comment le serveur vient avec le plateau rempli de whisky. On lui dit que non, on n'a pas commandé. Il dit que non, il y a des gens là qui veulent se joindre à vous sur votre table. J'ai dit que d'accord. Ils viennent, ils s'asseyent là. On remplit directement la table avec les whisky. Il y avait donc un gars qui travaille au brasserie, un haut cadre au brasserie, et l'autre c'était son avocat. Et apparemment, il était avec la petite soeur d'un très grand chanteur camerounais dont je vais taire le nom, sa jumelle, je vais taire le nom. Bon, on commence alors et tout. Moi, dans un moment donné, j'étais vraiment peintée parce que quand tu commences à boire les ice et après tu mélanges ça avec le whisky, à un moment donné, ça ne donne plus. Ça m'a donc pris. Moi, j'étais alors saoul. J'ai pas donc signalé à ma soeur à l'oreille que, gars, ça me va plus, il faudra qu'on cherche à rentrer. Le monsieur dont se propose, celui qui travaillait aux brasseries, il se propose de nous raccompagner. Dans la voiture, donc, il me demande dans mon prénom. Je donne dans le prénom de ma cousine. Au lieu de donner mon propre prénom. Il dit, ok, prends dans ma carte, tu m'appelles le matin et tout. Je dis, d'accord.
Ah, moi, je me rappelle même pas de ça. C'est parce qu'après, on m'avait raconté. On arrive, donc moi, je dors. Vers 8 heures, je me réveille. Ma soeur me raconte dans la soirée, elle disait que, gars, tu étais saoul. Si les gars n'étaient même pas avec nous, ne savais pas comment on allait faire pour entrer. Tu as même vomi, dit que, mais à ce point, elle me dit que oui. Elle dit que, ok, c'est pas grave. Après, elle me dit que le monsieur t'a même laissé sa carte. Il faut l'appeler pour le remercier. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je prends donc le numéro. Excuse-moi, quand qui dit là que tu as vendu ta cousine, non, ça me fait. Je prends donc le numéro du monsieur, je l'appelle. Je lui dis oui, salut, je donne mon véritable prénom, il dit pardon. Ce n'est pas dit que, excuse-moi, hier dans la boisson et tout, je t'ai appelé le nom de ma cousine. Moi, mon prénom même, c'est Mélissa et tout. Il me dit que, comment tu vas, tu t'es bien réveillé. Je dis que tu n'as pas trop mal. Il dit que non, ça va. Je suis quand même une habituée, donc c'est pas grave. Il me dit, ok, bon, on va alors se voir. Tu fais quoi le soir? Je dis que non, j'ai rien de prévu, vraiment, ok. Retrouve le soir, est-ce que tu me retrouver au Black, le Black qui est là au Djega Palace là. Il dit qu'il n'y a pas de souci parce que lui-même il logeait au Djega Palace. Il dit que non, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux venir avec ma cousine? Il me dit qu'il n'y a pas de souci, viens avec elle. Il dit ok. Je prends ma cousine, aux environs de 18h, on arrive au Djega, au Black du Djega. Le gars vient nous retrouver parce qu'on est arrivé avant lui. On arrive. J'avais d'abord remarqué que quand je regardais ce gars dans les yeux, son regard était vide. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quand tu regardes quelqu'un de normal, quand tu regardes dans les yeux, c'est pas, tu vois quelqu'un, mais lui, quand tu le regardais, son regard était totalement vide. Tu ne voyais rien du tout. Ok, on a commandé à manger, on a mangé, on a un peu parlé là. Le gars me dit donc que, bon, à la base, moi, c'est quelqu'un de très ouvert. Moi, chez moi, il n'y a pas de sujet tabou. S'il faut parler de sexe, on parle de sexe. S'il faut parler de tout, on parle de tout et de rien. Moi, je marche à mes mots. Du coup, là, il commence on aborde dans le sujet du sexe, tu vois. Le gars commence à parler de ses fantasmes sexuels et tout, un peu comme dans 50 nuances, degrés. Il dit que, c'est cool, ça veut dire que tu es quelqu'un d'innovateur, tu aimes bien les nouveautés. Il dit que oui, lui, il n'aime pas la routine. Je dis que c'est pas moi, mais il n'aime pas la routine. C'est sans côté, on va s'entendre. Il me dit que vraiment, on va s'entendre. J'ai dit, ok. Moi, je rentre à la maison. Lui devait rentrer mercredi. Lundi, je m'en vais au travail. Il me dit, ok, tu peux venir dormir avec moi mardi. Parce que je vais rentrer mercredi. J'ai dit que il n'y a pas de souci. Dans ma tête, c'était que parce que à chaque fois qu'on se voyait, le gars me décaissait du genre, il me paye le taxi à 40 000 et tout. Et c'est donc qu'il doit arriver. On va se retrouver au Black là. Il va dire au gars que non, je suis pas prête, je suis pas s'il y a des filles qui niassent la première fois et tout. J'avais mon plan dans ma tête, non, comment est-ce que j'allais faire quoi. J'arrive donc, il dit au gars que je suis là. Il me dit que ok, tu sais mes collègues au Smile. Le Smile c'est juste avant le Black là, à côté des impôts. Le retour avec ses amis, il me dit que ok, allons alors au Black, on s'assoit au Black donc. Il me dit que où sont tes affaires? Il dit que gars, il me sent pas vraiment bien et aussi je suis pas trop à l'aise. C'est la première fois ça fait à peine 2 jours que je te connais et en 2 jours, je vais pas quand même venir dormir avec toi et tout. Il dit que non, pourquoi? Moi, j'ai même pas envie de coucher avec toi et déjà je voyage demain et moi à chaque fois que je voyage, je ne fais pas l'amour parce que ça risque trop me fatiguer. On peut seulement se coucher, je te serre juste dans mes bras et tout. Moi, là, j'avais imaginé dans ma tête qu'il va partir dormir avec le gars, s'il va se transformer en serpent ou bien un truc bizarre. Il dit que gars, non, il était déçu. Qu'est-ce qu'il fait quand il me paie le taxi? Il sort la liasse d'argent. C'était peut-être 1 million. Il retire 10 000. Donc le gars voulait me choquer, non, que regarde ce que tu rates. Il retire 10 000, il dit que prends ton dépôt, tu rentres. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Moi, je rentre à la maison, il retourne sur Douala. On commence maintenant à s'écrire sur WhatsApp de temps en temps. On s'écrit, on parle de tout et de rien. Une fois, il m'appelle en appel vidéo, il me fait visiter son appartement et tout, il me montre sa chambre, il me montre ses outils sexuels et tout et tout. Bah, moi aussi, j'entre dans le jeu que c'est cool, machin, tranquille. Une fois, donc, mon boss m'envoie à Douala rencontrer un client. C'était un vendredi. Donc, ils ont dit que ça fait un bail, je n'aime pas passer le week-end à Douala, autant mieux pour moi dormir, passer le week-end à bien rentrer dimanche. Je mange aussi un peu la vie à Douala. J'arrive à Douala, je finis de gérer je finis de travailler avec le client. Quand je finis, j'appelle donc le gars, je suis à Douala. Il me dit que tu es là, tu ne m'appelles pas. Je dis que ouais, je suis là. Tu es arrivé quand? Il dit que je suis arrivé là le matin, je suis venu voir un client. Tu dors? Oui, que non, chez ma copine à Bonamousse. Elle dit, il me dit que ok, le soir, donc, on va se retrouver à l'opium. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. 22h, je m'apprête et tout et tout. Tu maîtrises les noms des boîtes. Je n'ai même pas oublié un seul nom, comment non? Je n'ai même pas oublié. Je m'apprête donc. J'ai ma copine que gars, on sort.
allons à l'opium. On arrive alors à l'opium. Le gars me dit que commande ce que tu veux. Il va venir payer. Gars, les gars qui disent que commande ce que tu veux là, on connaît tous comment il faut se voir. Après, le gars me fait plaisir avec une facture exorbitante. Il dit donc, ok, mieux on prend une boisson que c'est que peu j'ai. On commande le martini 30 000. On commande le martini, donc on commence à boire. 23h, gars, c'est comment tu es où? Il dit que j'arrive. Le gars débarque vers minuit 30, 1h du matin. Quand il est entré à l'opium, gars, c'est là qu'il a compris que non, ça c'est quand c'est quelqu'un. Bon, genre il est riche quoi. Le DJ a commencé à chanter. Oh, il est là, les brasseries du Cameroun, machin, les ruinards vont péter, wow. Le gars directement me déplace de ma table, on parle là où il était. C'est que quand je commande les ruinards dans les grosses boîtes, on te met dans un carré VIP, non. Les gars commencent à la défiler avec les ruinards, on vient remplir les ruinards sur la table. Déjà, il faut savoir que bon, moi je suis pas une fille qui a faim, donc je suis quand même une famille assez normale, donc du coup, les choses comme ça, moi ça m'impressionne pas, tu vois. Bref, ma copine et moi on a commencé à boire les ruinards. Après, je me lève de pas un peu danser avec, il me dit qu'on part faire. Il dit que tu veux faire, parce que moi je n'ai pas mon que j'ai peur. Il dit que tu veux faire, il me dit que mais ça dépend le temps, donc si tu veux on part faire. Il dit que gars, il fait le quoi de ma copine et tout. On va faire demain. Je suis là jusqu'à dimanche, donc ne t'inquiète même pas. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, mais sache que je dois faire l'amour avec toi avant de rentrer. Qu'il n'y a pas de problème. Demain, vu que c'est ma copine, c'est pas pour lui que ses frères nous vont sortir ensemble. Après, elle rentre seule. On va demander que je suis partie ou et tout. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Ben 4h là, on finit de l'ambiance. Il nous dépose parce que elle habite derrière Chopeyamo. Donc l'opium et sa maison ne sont pas très loin. Le gars nous laisse. 9h, le gars m'appelle. Tu t'es bien réveillé? Je dis que oui. Il dit ok, habille-toi alors, je vais te faire découvrir la ville. Je m'habille, viens me chercher. Il m'amène découvrir le grand mall de Douala. On fait les petits, il me fait faire les achats là-bas. Après, il m'amène chez sa maman dans un quartier. Comme il dit, notre quartier de Douala. Sa maman avait préparé le pistache. C'était très bon. J'ai bien mangé là-bas. On rentre donc. Tu quand même la boîte de nuit. C'est bien, non, c'est bien. J'aime le rythme. Attends alors, voilà où ça se complique. On rentre donc. Je suis fatiguée. Je dis que c'est que mon n'est pas. Il faut que je dorme. Je rentre dormir chez ma copine. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Tout le monde a rendez-vous le soir. Je pars donc, je me couche, je dors. Quand je dors, je me retrouve dans une chambre. Dans une chambre couchée sur le lit. Le gars vient, il ouvre la porte. Il s'assoit sur lui. Il me dit que je suis venu faire l'amour avec toi. Je m'assois sur le lit, que tu es venu faire l'amour avec qui? Il dit que j'ai envie de faire l'amour avec toi. Il me dit que non. Moi, j'ai envie de faire l'amour avec toi. On dit que non, gars, j'ai pas envie de coucher avec toi. Laisse-moi tranquille. Je sors de la chambre et ferme la porte. Quand je me réveille, mon téléphone est en train de sonner. C'est lui qui m'appelle. Il me dit que je suis en bas. Descends. Il dit que qui est? Il va appeler, il me dit que non, descends, je suis en bas. Je veux te voir. C'est comme ça qu'on descend. Je descends, donc je le trouve en bas. Parce qu'il habite dans un immeuble, je descends, donc je le trouve en bas. Quand j'entre dans sa voiture, le gars me regarde dans les yeux. Je lui dis que... Parce que bon, c'est quand même que, bon, avec ce qui se passe là dehors, on devient un peu éveillé, on a peur de certaines choses. Je lui dis que, gars, j'ai rêvé que tu es venu dans mes rêves, tu voulais me faire l'amour, gars, ne fais plus ça. Tu ne connais pas qui je suis, tu ne connais pas comment m'a fabriqué, ne viens me faire ce que tu es venu faire là. Il me demande que j'étais une dans les rêves. Je dis que non, mais que c'est la partie là qui m'intéresse. Il dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Le gars m'a même passé la période, c'était le dernier week-end avant le 8 mars. Le 8 mars, il va tomber un mercredi, il m'amène faire les achats, il m'achète le 8 mars, il me paie le sac, les chaussures et tout. Je rentre. Le soir, là, il me dit que bon, on peut plus se voir passer l'anniversaire de sa petite amie, toujours à l'opium là. Donc, il a organisé l'anniversaire de sa go, on peut plus se voir. Il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange même pas. Dimanche, Mathieu vient me chercher pour qu'on retourne sur Yaoundé ensemble parce que lui également, il avait une réunion là qui devait gérer aux brasseries. Et après, il devait parler dans son verre, payer un terrain avec sa maman. Quand on arrive, on voyage. Donc, durant tout le trajet, il ne faisait que me regarder sur le rétroviseur. Le gars ne faisait que me regarder. Quand on arrive donc à Yaoundé, le gars m'a déposé là aux brasseries, net au niveau des feux. Que bon, c'est bon, et je pense que tu es arrivé et tout. Et il me dit là, j'ai dit que gars, tu ne me donnes plus ce que tu m'as promis. Il dit que non, il me donne plus son argent. Il dit, t'as fait quoi non? C'est comment? Il dit que non, ça va, il me peut donner son argent. C'est ça que le gars me laisse. Je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, je dois lui faire signe que, gars, je suis bien arrivé. Je me rends compte que le gars m'a bloqué de partout. Donc, appelle même WhatsApp, rien, gars, je suis bloqué. Un gars dit que dans tout ça, tu prends ses ouais. Gars, ne prends pas ses ouais que tu joues. Mais... non, attends, c'est ça. Tu veux dire qu'il t'a dit que le dos, il ne t'a pas touché? On n'a pas niasse.
je me dis que peut-être que le gars s'est rendu compte que il n'allait pas me niasse physiquement, tu vois. Donc, le gars voulait passer par le spirituel. Et même la vie s'est rendu compte que le gars, c'était compliqué, mon frère. Donc, le gars a vu que bêta, on bloque parce que je ne peux rien lui apporter dans sa vie. Donc, le gars m'a Donc, bloqué tu de n'as pas, partout. donc, tu n'as pas niasse. Non, il n'est pas niasse avec lui, il n'est pas niasse. C'est Dieu qui Bon, est fort, niasse, gars. pas de là. Ok. Gars, après, pas dormi depuis c'est minuit, je suis sur tes lives, je suis à casse. Fais confiance, non. Merci beaucoup pour ta participation. Ok, ok.